Les pleurs désespérés résonnaient dans les couloirs de l'hôpital privé le plus cher de la ville, perçant le silence de la nuit comme une lame. Gabriel Restrepo, propriétaire d'un empire immobilier évalué en milliards, tenait son nouveau-né avec des mains tremblantes, le visage inondé de larmes mêlées à un désespoir absolu. Le bébé criait depuis 3 heures sans interruption, et rien, absolument rien, ne parvenait à l'apaiser. « Monsieur, peut-être vaudrait-il mieux appeler un autre pédiatre » murmura l'infirmière en chef, observant l'homme le plus puissant de la région complètement anéanti devant un être si petit. Gabriel ne parvenait même pas à répondre. Ses jambes chancelantes le soutenaient à peine tandis qu'il berçait son fils, qui semblait en agonie. 2 heures plus tôt, son épouse Elena était partie pour toujours. Une complication lors de l'accouchement, qu'aucun médecin n'avait prévue, avait transformé le jour le plus attendu de leur vie en cauchemar le plus dévastateur. Le médecin avait dit qu'elle avait tenu bon jusqu'à s'assurer que le bébé était en sécurité, comme si chaque battement de son cœur mourant avait été un ultime cadeau d'amour pour l'enfant qu'elle ne connaîtrait jamais. À présent, Gabriel affrontait quelque chose que ni son argent, ni son influence, ni ses contacts ne pouvaient résoudre. Le petit Thomas pleurait avec une intensité qui semblait surnaturelle, comme s'il ressentait l'absence de sa mère dans chaque fibre de son minuscule être. Les larmes du bébé étaient devenues une symphonie de douleur résonnant dans l'âme de son père en deuil. « S'il te plaît, mon fils, s'il te plaît » murmurait Gabriel, sa voix rauque se brisant à chaque mot. « Papa est là. Papa va s'occuper de toi. » Mais ces paroles semblaient vides, insuffisantes face au vide qu'Elena avait laissé. Comment pouvait-il, lui, un homme habitué à contrôler des empires, se sentir aussi impuissant devant son propre fils? Les médecins se relayaient, chacun avec une théorie différente. Colique, faim, inconfort. Mais Gabriel savait que c'était quelque chose de bien plus profond. Thomas ne faisait pas que pleurer, il pleurait une perte, même sans comprendre ce qu'il avait perdu. C'était comme si le cœur du bébé reconnaissait l'absence de celle qui aurait dû être là, le bercer, lui chanter, lui offrir le premier regard d'un amour inconditionnel. L'homme d'affaires essaya tout. Il tint le bébé de toutes les façons possibles, fredonna les mélodies qu'Elena avait l'habitude de fredonner pendant la grossesse, lui donna des biberons avec le meilleur lait spécial que l'argent pouvait acheter. Rien ne fonctionnait. Thomas restait inconsolable, ses petits poumons produisant un son qui brisait le cœur de quiconque se trouvait dans un rayon de 50 mètres. C'est alors qu'elle apparut. Une femme simple, aux yeux profonds et aux mains calleuses, vêtue de l'uniforme bleu clair du personnel de nettoyage de l'hôpital. Carmela Sanchez avait perdu son propre fils 3 ans plus tôt. Un secret qu'elle portait comme une blessure silencieuse dans sa poitrine. Ce soir-là, en passant dans le couloir pendant son service, quelque chose d'inexplicable la poussa à s'arrêter devant cette chambre. « Excusez-moi, monsieur », dit-elle, sa voix douce traversant le désespoir. Gabriel leva ses yeux injectés de sang, prêt à repousser un intrus de plus, mais quelque chose dans le regard de cette femme le fit hésiter. Il y avait là une étrange familiarité, comme si elle comprenait exactement ce qu'il ressentait. « Puis-je essayer » demanda Carmela, tendant les bras avec une confiance tranquille qui contrastait radicalement avec le chaos émotionnel ambiant. Gabriel la regarda le bébé qui ne cessait de pleurer, puis, mu par un instinct qu'il ne pouvait expliquer, remit son fils dans les bras d'une parfaite inconnue. Le silence fut instantané. Thomas cessa de pleurer au moment même où Carmela le prit dans ses bras, comme s'il avait enfin trouvé ce qu'il cherchait. Le bébé ouvrit ses petits yeux et fixa la femme avec une expression de paix qu'il n'avait pas montrée depuis sa naissance. C'était comme si elle possédait une clé invisible du cœur de cet enfant. Gabriel resta paralysé, observant le miracle qui se déroulait sous ses yeux. Qui était cette femme? Et pourquoi son fils réagissait-il de manière si extraordinaire avec elle? Si vous aimez cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre ce dénouement émouvant qui vous surprendra. Les larmes coulaient sur le visage de Gabriel, tandis qu'il observait Carmela bercer son fils avec une aisance qui paraissait impossible. Thomas dormait paisiblement dans ses bras, respirant calmement pour la première fois depuis sa naissance. C'était comme si elle possédait un don surnaturel pour apaiser une douleur que ni lui, ni tous les médecins de l'hôpital, n'avaient réussi à guérir. « Comment avez-vous fait ça » demanda Gabriel, la voix étranglée. Carmela sourit avec une profonde mélancolie dans les yeux, révélant une histoire qu'elle préférait garder enfouie. « Certaines personnes naissent pour être mères, » répondit-elle, évitant le regard de l'homme d'affaires. « Même lorsque la vie leur enlève cette chance. » Gabriel ne comprenait pas totalement, mais quelque chose dans ces mots toucha une corde sensible dans son cœur brisé. Il demanda à Carmela de rester un peu plus longtemps, juste jusqu'à être sûr que Thomas resterait calme. Elle accepta, s'asseyant dans le fauteuil près du lit d'hôpital, tenant toujours le bébé comme s'il était le trésor le plus précieux du monde. Au cours des heures suivantes, Gabriel observa avec fascination comment cette femme simple transformait l'atmosphère. Elle fredonnait de douces mélodies en espagnol,
racontait des histoires murmurées qui semblaient apaiser non seulement Thomas, mais aussi l'âme blessée du père. Il y avait une sagesse ancienne dans ses gestes, une compréhension profonde de ce que signifie perdre et retrouver l'amour. Lorsque l'aube tinta les fenêtres de l'hôpital d'Or, Gabriel prit une décision qui allait changer toutes ces décennies à venir. « Carmela, dit-il, la voix ferme pour la première fois depuis des jours. J'ai besoin de vous faire une proposition. Venez travailler pour moi. Pas comme employée de ménage, mais comme la gardienne de Thomas. » La femme hésita, ses yeux révélant un conflit intérieur intense. « Monsieur Gabriel, je n'ai pas les qualifications pour cela. Je suis juste une femme simple qui a perdu. » Elle s'interrompit brusquement, comme si elle avait révélé plus qu'elle ne le voulait. Gabriel perçut qu'il y avait une douleur profonde dissimulée derrière ses yeux doux, mais il n'insista pas. Il savait reconnaître quand quelqu'un portait des secrets douloureux. Des qualifications. Gabriel eut presque un rire, mais sans aucune trace d'humour dans sa voix. « Carmela, je peux engager 10 nourrices avec un master en pédagogie infantile, des infirmières spécialisées, des pédagogues renommés. Mais aucune d'elles n'a réussi en heure ce que vous avez accompli en quelques secondes. Mon fils reconnaît quelque chose en vous que je ne comprends pas encore. » L'offre était généreuse, un salaire 10 fois supérieur à ce qu'elle gagnait, le logement dans la demeure de Gabriel, une couverture médicale complète. Mais Carmela semblait plus préoccupée par autre chose que par l'argent. « Et si je n'y arrive pas? Et si ce n'était que de la chance ?» demanda-t-elle, l'insécurité transparaissant dans chaque mot. Gabriel prit le bébé de ses bras avec précaution. Immédiatement, Thomas commença à s'agiter, de petits gémissements menaçant de se transformer en les mêmes pleurs désespérés que la nuit précédente. Sans hésiter, Carmela tendit les bras et, une fois encore, le miracle se répéta. Le silence revint instantanément. « Ce n'était pas de la chance, » dit Gabriel, admiratif. « C'est un don. » Mais il y avait quelque chose que Carmela ne disait pas. Durant ses 3 années de travail à l'hôpital, elle avait développé une obsession silencieuse pour les nouveau-nés. Chaque nuit, lorsqu'elle terminait le nettoyage de la nurserie, elle restait à observer les enfants à travers la vitre, imaginant ce que ce serait de tenir à nouveau son propre fils. Les médecins la connaissaient comme l'employée dévouée qui se portait toujours volontaire pour des heures supplémentaires dans le service pédiatrique. Ce que personne ne savait, c'est que Carmela avait perdu son fils d'une manière traumatisante dont elle ne s'était jamais remise. Diego n'avait que 6 mois lorsqu'une négligence médicale, lors d'une simple intervention, l'avait emporté à jamais. Elle avait poursuivi l'hôpital, obtenu une indemnisation considérable, mais tout l'argent du monde n'avait pas suffi à combler le vide laissé dans ses bras. Depuis lors, elle s'était consacrée à travailler dans des hôpitaux, toujours proche des nouveau-nés, comme si elle cherchait un moyen de guérir la blessure qui ne cicatrisait jamais. Gabriel ne le savait pas, mais il lui offrait exactement ce que son âme meurtrie désirait le plus, une seconde chance d'être mère. « J'accepte, » dit finalement Carmela, mais à une condition. « Je veux tout savoir sur Elena. Je veux savoir quel genre de mère elle aurait été, quelle chanson elle chantait à Thomas quand il était encore dans son ventre, quel rêve elle avait pour lui. Si je dois m'occuper de son fils, je dois honorer sa mémoire. » Gabriel sentit une vague d'émotion si intense qu'il dut s'appuyer contre le mur. Personne n'avait évoqué Elena de cette manière depuis sa mort. Tout le monde évitait le sujet, comme si en parler rouvrait les blessures. Mais Carmela voulait la connaître, voulait maintenir vivante la connexion entre la mère et l'enfant. 3 mois s'étaient écoulés depuis que Carmela avait emménagé dans le manoir de Gabriel. La maison, autrefois silencieuse et froide comme un mausolée, s'était transformée en quelque chose de complètement différent. Le son des berceuses résonnait dans les couloirs, l'odeur des soupes faites maison s'échappait de la cuisine, et Thomas était devenu un bébé radieux qui souriait chaque fois qu'il voyait sa gardienne. Gabriel observait tout cela avec un mélange de gratitude et d'inquiétude croissante. Carmela était devenue indispensable non seulement pour Thomas, mais pour toute la dynamique du foyer. Elle connaissait chaque caprice du bébé, chaque son qu'il produisait, chaque expression qui précédait le cri ou le sourire. C'était comme si elle avait développé un langage secret avec l'enfant. Mais quelque chose de troublant se produisait. Gabriel commença à remarquer de petits détails étranges dans le comportement de Carmela. Elle parlait à Thomas en utilisant un autre nom quand elle pensait que personne ne l'écoutait. « Diego, mon amour », murmurait-elle pendant la nuit, « maman est là maintenant. » Au début, Gabriel pensa avoir mal entendu, mais la situation se répéta plusieurs fois. Un après-midi, alors qu'il travaillait dans son bureau, Gabriel entendit Carmela raconter à Thomas l'histoire d'un garçon qui était revenu vers maman après avoir été séparé longtemps. La manière dont elle récitait l'histoire était trop intense, trop personnelle, comme si elle revivait quelque chose de réel plutôt que d'inventer un conte pour enfants. Gabriel décida d'enquêter discrètement. Il engagea un détective privé pour en savoir plus sur le passé de Carmela, en particulier sur le fils qu'elle avait perdu.
Ce qu'il découvrit le troubla profondément. Diego, le fils de Carmela, était mort exactement à l'âge que Thomas avait maintenant, 3 mois. Les similitudes ne s'arrêtaient pas là. Les 2 bébés avaient le même poids, la même couleur d'yeux et même une petite tache de naissance au même endroit sur la nuque. Le rapport du détective révéla quelque chose d'encore plus alarmant. Carmela avait passé les 2 dernières années à suivre des séances avec une médium douteuse qui prétendait pouvoir reconnecter les mères avec des enfants perdus à travers l'énergie d'autres bébés. Elle avait dépensé presque toute son indemnité dans ces séances, essayant désespérément de trouver un moyen de retrouver Diego. Gabriel sentit un frisson lui parcourir l'échine en lisant ces détails. Carmela projetait-elle son fils décédé sur Thomas? Utilisait-elle son bébé pour combler un vide psychologique dangereux? D'un autre côté, il ne pouvait nier que Thomas était visiblement heureux et en bonne santé sous ses soins. Le bébé avait pris du poids, développé des réflexes normaux et montrait des signes d'attachement sécurisés. La situation se compliqua encore lorsqu'il trouva un journal caché dans la chambre de Carmela. Les pages révélaient un plan détaillé sur la manière dont elle pourrait sauver Diego en trouvant un enfant ayant besoin de soins maternels. Il y avait des listes d'hôpitaux où elle avait travaillé, des observations sur des familles vulnérables et même une carte indiquant des endroits où des bébés sans mère pouvaient être trouvés. La découverte la plus choquante se trouvait sur la dernière page. Je l'ai enfin trouvé. Diego est revenu à moi sous la forme de Thomas. L'univers m'a donné une seconde chance. Je ne la gâcherai pas cette fois. La date de cette note était exactement un jour après la naissance de Thomas. Gabriel se sentit partagé entre la peur et la rationalité. D'un côté, les preuves suggéraient que Carmela pouvait avoir de sérieux problèmes psychologiques liés à la perte de son fils. De l'autre, elle avait littéralement sauvé Thomas et était devenue la personne la plus importante dans la vie de l'enfant. Les séparer maintenant pourrait provoquer des traumatismes irréversibles au bébé. Il décida de prendre ce qu'il considérait comme une approche équilibrée. Il programma des séances de thérapie familiale où lui, Carmela et Thomas pourraient travailler ensemble avec un psychologue spécialisé dans le deuil et les liens familiaux. Il présenta l'idée à Carmela comme un moyen de renforcer encore davantage les liens familiaux et de mieux honorer la mémoire d'Elena. Carmela accepta immédiatement, mais Gabriel n'était pas préparé à ce qu'il découvrirait lors de la première séance. La thérapeute, le docteur Santos, fit une observation qui changea complètement sa perspective sur toute la situation. « Monsieur Gabriel, dit-elle après avoir observé l'interaction entre Carmela et Thomas, avez-vous considéré que cette connexion n'est peut-être pas pathologique, mais véritablement curative pour vous deux ?» La séance révéla que Carmela était pleinement consciente de la différence entre Diego et Thomas, mais qu'elle avait trouvé dans sa relation avec le bébé un moyen sain de traiter son deuil. « Je sais que Thomas n'est pas Diego, » expliqua-t-elle, les larmes aux yeux. « Mais m'occuper de lui me permet d'honorer la mémoire de mon fils en étant la mère que je n'ai jamais pu être complètement. » Gabriel se rendit compte qu'il avait mal interprété la situation. Carmela ne remplaçait pas un enfant par un autre. Elle canalisait son amour maternel de manière constructive. La révélation qui allait tout changer est arrivée de manière inattendue lors de la 5e séance de thérapie. Le docteur Santos avait demandé à Carmela d'apporter des objets personnels liés à Diego pour travailler le processus de deuil. Lorsqu'elle ouvrit une petite boîte usée, Gabriel vit quelque chose qui le fit remettre en question toute la réalité qu'il pensait connaître. Parmi les photos jaunies de son fils perdu se trouvaient des documents médicaux révélant une vérité troublante. Diego n'était pas mort à cause de la négligence médicale, comme Carmela l'avait toujours raconté. Les papiers montraient que l'enfant avait été pris en charge par les services sociaux en raison d'accusations de négligence maternelle et avait ensuite été placé en adoption. Carmela avait créé une version alternative de la réalité pour faire face à une culpabilité écrasante. « Carmela, » dit la thérapeute avec douceur, « nous devons parler de ce qui est réellement arrivé à Diego. » La femme éclata en larmes, révélant une histoire qu'elle avait enterrée si profondément qu'elle en était presque venue à croire son propre mensonge. Elle avait souffert d'une sévère dépression post-partum, au point de laisser Diego seul pendant des journées entières tout en luttant contre des pensées suicidaires. L'intervention des services sociaux eut lieu lorsque les voisins signalèrent les pleurs constants de l'enfant et l'absence prolongée de Carmela. « Ils ont dit que j'étais une mère inapte, » sanglota-t-elle. « Ils ont dit que Diego serait mieux avec une famille qui pourrait s'occuper correctement de lui. J'ai essayé de me battre, mais j'étais tellement perdu, tellement brisé. » Gabriel eut l'impression que le sol disparaissait sous ses pieds. La femme à qui il avait confié le soin de son enfant le plus précieux avait perdu la garde de son propre enfant pour négligence. Mais avant qu'il puisse pleinement assimiler cette information choquante, le docteur Santos fit une observation qui changea complètement sa perspective. « Gabriel, » dit-elle, « vous vous rendez compte que cela explique en fait pourquoi Carmela est si exceptionnelle avec Thomas? Elle choisit consciemment d'être la mère qu'elle n'a pas pu être auparavant. Chaque soin qu'elle offre à votre fils est une forme de rédemption personnelle.
La séance révéla des couches encore plus complexes de la situation. Carmela avait passé les 3 dernières années en thérapie intensive, travaillant sur sa dépression et développant des compétences parentales qu'elle n'avait jamais possédées. Son obsession pour les nouveau-nés à l'hôpital n'était pas pathologique, elle était pratique. Elle apprenait, observait, se préparant à une seconde chance qu'elle espérait secrètement voir arriver. Quand j'ai vu Thomas pleurer dans cet hôpital, expliqua Carmela, j'ai immédiatement reconnu ce qu'il ressentait. La douleur d'être séparé de la personne la plus importante. Je savais exactement comment le calmer parce que j'avais moi-même vécu cette séparation. Gabriel resta silencieux pendant de longues minutes, assimilant cette révélation. Puis quelque chose d'inattendu se produisit. Au lieu de ressentir de la colère ou de la trahison, il éprouva une profonde compassion pour Carmela. Elle avait perdu son fils de la manière la plus douloureuse possible, par ses propres erreurs, et avait consacré des années de sa vie à se transformer en quelqu'un digne d'une seconde chance. Mais la plus grande surprise restait à venir. Le docteur Santos avait mené ses propres recherches et découvert que Diego, maintenant âgé de 3 ans, vivait avec une famille adoptive à seulement 2 heures de distance. Encore plus surprenant, la famille rencontrait des difficultés importantes avec les comportements difficiles de l'enfant et avait récemment contacté les services sociaux pour demander de l'aide. « Carmela, » dit la thérapeute avec précaution, « il y a une possibilité que vous retrouviez Diego. Pas pour reprendre la garde immédiatement, mais pour établir une visitation supervisée. Les parents adoptifs sont ouverts à l'idée que vous fassiez partie de sa vie, surtout compte tenu de votre transformation personnelle. » La pièce tomba dans un silence absolu. Carmela semblait incapable de traiter l'information, oscillant entre espoir et terreur. Gabriel observait tout cela avec un mélange d'émotions contradictoires. Une partie de lui se sentait soulagée de savoir que Carmela aurait la chance de se reconnecter avec son fils biologique, mais une autre partie était terrifiée à l'idée de perdre la seule personne capable de s'occuper correctement de Thomas. « Et Thomas ?» demanda finalement Gabriel, la voix chargée de vulnérabilité. « Si Carmela se reconnecte avec Diego, y aura-t-il encore de la place pour mon fils dans sa vie ?» La réponse de Carmela fut immédiate et accompagnée de larmes. « Gabriel, pendant ces mois avec Thomas, j'ai appris que le cœur d'une mère ne se divise pas, il se multiplie. Diego sera toujours mon premier fils, celui qui m'a appris l'amour maternel même à travers la douleur de la séparation. Mais Thomas est devenu mon enfant aussi, d'une manière différente mais tout aussi profonde. » Elle regarda Gabriel droit dans les yeux avec une intensité qu'il n'avait jamais vue auparavant. « Tu m'as donné l'opportunité d'être la mère que j'ai toujours voulu être. Je ne vous abandonnerai ni toi ni Thomas. Vous êtes devenu ma famille. » 2 ans s'étaient écoulés depuis cette séance transformatrice. La maison de Gabriel était devenue un foyer au sens le plus vrai du terme, rempli de rires d'enfants, de dessins collés au réfrigérateur et de l'arôme constant de biscuits faits maison. Thomas, maintenant âgé de 2 ans et demi, courait dans les jardins du manoir en poursuivant des papillons, son rire cristallin résonnant parmi les arbres qu'Elena avait plantés pendant sa grossesse. Les retrouvailles entre Carmela et Diego avaient été initialement tendues et pleines de larmes, mais le temps et la patience avaient tissé une nouvelle relation entre mère et fils. Diego venait à la maison le week-end, et la connexion entre les 2 garçons s'était développée naturellement. Ils étaient différents comme le jour et la nuit. Thomas extraverti et aventurier, Diego plus réservé et observateur, mais ils partageaient un lien spécial qui allait au-delà de la logique. Gabriel observait tout cela avec une admiration croissante pour Carmela. Elle était devenue non seulement une nourrice exceptionnelle, mais une véritable partenaire dans l'éducation de Thomas. Ensemble, ils avaient créé des routines, des traditions familiales et un environnement dans lequel l'enfant s'épanouissait de manière extraordinaire. Thomas parlait couramment portugais et espagnol, connaissait des histoires de 2 cultures différentes et, surtout, grandissait entouré d'un amour abondant et inconditionnel. La transformation la plus surprenante était survenue chez Gabriel lui-même. L'homme qui vivait autrefois uniquement pour les affaires et le profit avait découvert que la véritable richesse résidait dans les petits moments du quotidien. Se réveiller avec Thomas sautant sur son lit, dîner en famille en écoutant Carmela raconter des histoires de son enfance, apprendre à son fils à faire du vélo dans les jardins du manoir. Ces expériences simples étaient devenues plus précieuses que toutes ces entreprises. Un dimanche après-midi, alors qu'il regardait Thomas et Diego jouer dans le parc, Gabriel prit une décision qu'il mûrissait depuis des mois. « Carmela, » dit-il, la voix chargée d'émotions sincères, « je veux te poser une question, mais elle doit venir du cœur, pas de l'obligation. » Elle le regarda curieusement, mettant en pause le tricot qu'elle faisait pour Diego. « Veux-tu m'épouser » demanda Gabriel, non pas comme un homme d'affaires habitué à négocier des contrats, mais comme un homme qui avait redécouvert le sens de l'amour. « Pas parce que Thomas a besoin d'une mère, mais parce que j'ai besoin de toi. Parce que nous sommes vraiment devenus une famille et que je veux officialiser cela devant le monde. » Carmela sourit à travers ses larmes, une expression mêlant surprise, joie et profonde paix.
Gabriel, dit-elle, quand j'ai perdu Diego, j'ai pensé que je ne pourrais jamais plus aimer pleinement. Toi et Thomas m'avez appris que l'amour ne se perd jamais. Il se transforme, il s'étend, il trouve de nouveaux chemins pour s'épanouir. Le mariage eut lieu 6 mois plus tard, lors d'une cérémonie simple dans le jardin du manoir, entouré seulement des amis les plus proches et bien sûr, des 2 enfants qui avaient été responsables de leur union. Thomas joua le rôle de petit page, portant les alliances avec le sérieux comique d'un enfant de 3 ans. Diego, d'abord timide, finit par rejoindre la fête lorsqu'il réalisa que sa présence rendait Carmela véritablement heureuse. Lors des vœux, Gabriel parla de la manière dont Elena avait toujours souhaité que Thomas grandisse dans une maison pleine d'amour, et qu'il savait qu'elle approuverait la famille qu'ils avaient construite. Carmela promit d'honorer la mémoire d'Elena en étant la meilleure mère possible pour Thomas, tout en continuant à entretenir sa propre relation avec Diego. La plus grande surprise arriva 1 an après le mariage, lorsque Carmela découvrit qu'elle était enceinte. La nouvelle initiale fit remonter à la surface d'anciennes peurs, des souvenirs douloureux de sa dépression postpartum avec Diego, mais cette fois elle n'était pas seule. Gabriel, Thomas et même Diego la soutinrent à chaque moment d'anxiété, créant un réseau d'amour qui la maintenait forte et confiante. Esperanza naquit un matin ensoleillé de printemps, portant le nom en hommage à la première épouse de Gabriel et représentant l'espoir renouvelé de toute la famille. Contrairement au traumatisme qui avait marqué la naissance de Thomas, l'arrivée d'Esperanza fut célébrée avec des larmes de joie et un profond sentiment de complétude familiale. Aujourd'hui, 5 ans après cette première rencontre à l'hôpital, Gabriel observe sa famille réunie dans le jardin. Thomas, maintenant âgé de 7 ans, apprend à Diego à jouer au football tandis qu'Esperanza, âgée de 3 ans, cueille des fleurs pour faire un bouquet pour sa mère. Carmela prépare le déjeuner en fredonnant les mêmes chansons qui, autrefois, avaient calmé un bébé inconsolable. La leçon la plus puissante que Gabriel ait apprise est que les miracles arrivent rarement de la manière que nous attendons, mais qu'ils arrivent toujours quand nous en avons le plus besoin. Cette femme simple qui apparut à son heure la plus sombre n'a pas seulement apporté la paix à son fils, elle a apporté la guérison à toute une famille fragmentée, prouvant que le véritable amour a le pouvoir de transformer même les douleurs les plus profondes en source de force et d'espoir. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir davantage d'histoires inspirantes sur la famille, la rédemption et le pouvoir transformateur de l'amour inconditionnel.